il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont des Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici. Qu'ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones. Pourquoi un pays comme la République démocratique du Congo, riche en ressources, est-il incapable de pacifier son territoire? Comment expliquer que le Rwanda et l'Ouganda, des nations bien plus petites, parviennent à maintenir une instabilité chronique à l'est du Congo depuis des décennies? Derrière ces questions se cache une réalité brutale, le pillage organisé des richesses congolaises. Officiellement, Kigali et Kampala justifient leur présence par des impératifs sécuritaires, accusant la RDC d'héberger des groupes rebelles menaçant leur stabilité. Mais en réalité, cette guerre est avant tout économique. Coltan, or, cobalt, ces minerais stratégiques quittent illégalement le sol congolais pour être exportés sous label rwandais ou ougandais, avec la complicité silencieuse de la communauté internationale. Pendant ce temps, des millions de Congolais sont massacrés, déplacés ou réduits à l'esclavage dans des mines artisanales. Et malgré les condamnations de façade, rien ne change. Le M23, soutenu par le Rwanda, continue d'avancer, et la RDC, malgré son immense territoire et ses ressources, peine à résister. Dans cette chronique, Alain Foka décrypte le rôle stratégique du Rwanda et de l'Ouganda dans ce conflit. Quels sont les véritables intérêts de Paul Kagame et Yoweri Museveni? Pourquoi les puissances occidentales ferment-elles les yeux? Et surtout, comment sortir de cette spirale infernale? C'est ce que nous allons voir ensemble. Encore une fois, le Rwanda, à travers ses marionnettes du M23, a pris la ville de Goma. Une énième occupation qui était, c'est vrai, attendue, puisqu'il faisait le siège de la cité minière depuis un moment déjà. Le M23 a encerclé Goma progressivement depuis 2024 et il contrôlait en effet les deux principales routes d'accès au nord et à l'ouest de la ville de Goma depuis déjà plusieurs mois. Au moment où j'enregistre cette chronique, malgré le cessez-le-feu, les troupes du M23 continuent leur inexorable avancée vers l'autre ville minière, celle du Sud Kivu, frontalière avec le Rwanda, Bukavu. Et avec la même mauvaise foi, le président rwandais fait semblant de ne pas être à l'origine de cette nouvelle prise de Goma. M23 are not Rwandans, please. These are Congolese. L'argument est le même depuis des décennies. Pour lui, les soldats qui ont pris Goma ne sont pas rwandais, mais bien congolais. Pas question de reconnaître son soutien à ceux qui tiennent Goma aujourd'hui. You have the whole international community just confused. They talked about Rwanda, they talked about the Nairobi process. Honestly, even here, maybe you will help me understand what all this means. Ben voyons. Cette fois-ci, contrairement aux précédentes occupations, les images et les témoignages ont beaucoup circulé. Il faut dire que les troupes rwandaises entrant dans Goma ne se sont pas faites discrètes. Cela ne trompe plus personne. Sacrifier au peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Même les alliés traditionnels, sous pression, se désolidarisent du moins officiellement. Le morceau est beaucoup trop gros. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. Elle porte atteinte à l'intégrité territoriale et à la souveraineté congolaise. Elle aggrave une crise humanitaire qui est d'ores et déjà la deuxième, la plus grave sur toute la planète, en ayant provoqué depuis le début de l'année plus de 400 000 déplacements de population, après les 2 millions de personnes déplacées l'année dernière, et en mettant à rude épreuve les forces onusiennes, la MONUSCO, qui sur place protège les populations civiles et dont 3 casques bleus ont d'ores et déjà payé de leur vie leur engagement au service de leur protection. Chose suffisamment gênante pour Paris, obligé de condamner son principal allié de la sous-région. Ils sont un certain nombre également, les personnalités du monde entier, à dénoncer ce coup de force, cette occupation de Goma. Lui, souvent montré comme modèle pour le développement de son pays, doit faire face à sa réalité, aux mensonges qu'il a vendus jusque-là avec un certain succès. Monsieur le ministre, on condamne, mais il manque l'essentiel, c'est-à-dire que rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique.
sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Un groupe d'experts des Nations Unies a constaté qu'en 2023, le Rwanda a enregistré une hausse sans précédent de ses exportations de coltan, une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Et chaque mois, par exemple, M23 fait passer en contrebande 150 tonnes de coltan de la localité congolaise de Rubaya, occupée par eux, vers le Rwanda. C'est un pillage sans équivalent. 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Il ne s'attendait manifestement pas à une telle levée de bouclier. Sa réponse est tellement peu convaincante que l'on est surpris que cela vienne de lui, traditionnellement très à l'aise devant la presse avec des arguments chocs. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC? I don't know. You're the commander-in-chief. Yeah, there are many things I don't know. Reconnaissez que c'est un peu gros pour celui qui suscite tant l'admiration de nombreux Africains. Il ne sait pas si ses soldats sont sur le sol congolais. Cette réponse, je voulais dire cette gêne, vient essentiellement du fait que les images des soldats rwandais dans le sillage du M23 ont tellement circulé qu'il devient ridicule de le nier. Surtout que toute cette implication est abondamment documentée par les institutions internationales, notamment les Nations Unies qui sont sur le terrain. Les rapports indépendants des ONG et même des agences de renseignement occidentales ont documenté les soutiens directs du Rwanda au M23, y compris les assistances militaires et la coordination logistique. Les Nations Unies ont constaté que le Rwanda ne livre pas seulement des armes ou de l'argent, mais a même des soldats sur place. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'ailleurs appelé le régime rwandais de Kagame à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. So, but you have to make sure we survive any storm that blows across our country. On le prendrait presque pour la victime. Cette énième invasion vient mettre plus à nu le visage de ce personnage qui, pendant ces 30 dernières années, aura été l'un des meilleurs communicants de la planète. Ils sont des millions, les Africains, à saluer la gestion de son pays par ce militaire, arrivé aux affaires dans des conditions troubles en 1994, à la faveur de ce que la planète a appelé le génocide des Tutsis rwandais. Ils sont des centaines de milliers à montrer en exemple sa gestion aux autres dirigeants africains. Tant le capitaine Paul Kagame a transformé le visage de son pays en un Eldorado où de nombreux Africains se déplacent désormais presque en pèlerinage. Les investissements y sont importants dans le domaine de l'éducation, de la santé, des infrastructures et de la tech. Difficile de ne pas être admiratif de la transformation du Rwanda pendant les 3 dernières décennies. Une façade illustre bien cette volonté de transformation. Tel un phénix renaissant de ses cendres, Kigali a surmonté son passé sombre pour devenir l'une des villes les plus attrayantes et sûres en Afrique, ainsi que l'une des fiertés du Rwanda. Et plus ingénieux, le président rwandais s'est fait accompagner par des puissants cabinets de communications anglais qui polissent son image et le rendent plus populaire, plus propre. Avec une présence très appréciée dans les grands stades de football, aux côtés des plus prestigieuses équipes, avec le fameux concept Visit Rwanda. Le Rwanda sponsor des grands clubs de football, le Paris Saint-Germain, Arsenal, Bayern de Munich, que de grands espaces. Le Rwanda, ça donne envie. Une source historique qui masque malheureusement une véritable tragédie. L'envers du décor est des plus sombres. J'ai un peu de mal à mettre à mal cette image positive de l'Afrique qu'il a réussi à véhiculer à travers le monde. Mais on ne peut envisager un seul instant de sacrifier des millions de vies pour la seule raison de sauver l'image d'un pays et d'un homme. On doit arrêter cette imposture qui coûte cher en vie humaine et qui cache une collaboration forte avec le colonisateur européen et l'impérialiste occidental auquel on se dit opposé. The only president I love in Africa is president of Rwanda, Mr. Kagame. He has made a lot of developments in Rwanda. C'est quoi la vérité? Kagame est un génie ou un démon? Pour développer son pays, le président Paul Kagame, aux affaires depuis 1994, 31 ans déjà, conscient de la pauvreté de son terroir, de 14 millions d'habitants sur un peu plus de 26 000 km², c'est-à-dire une densité de 445 habitants par kilomètre carré, a fait le choix cynique, stratégique, froid, de faire comme les Occidentaux, en prenant sa part de minerais par la force,
chez son immense voisin qui en a à profusion. En réalité, pour bien comprendre cette situation ubuesque dans l'est de la RDC, qui oppose un géant de la taille de l'Union européenne à un petit pousset dont la superficie n'est même pas celle de la capitale Kinshasa, il faut absolument, j'allais dire comme d'habitude dans ce type de situation, s'appuyer sur l'histoire. Elle nous éclaire beaucoup mieux. Je vais vous épargner de remonter jusqu'au début du XXe siècle où, après la défaite de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale en 1917, ces colonies ont été partagées aux vainqueurs. Ainsi, pendant que le Togo et le Cameroun étaient remis à la France et à la Grande-Bretagne, le Rwanda et l'Urundi étaient remis à la Belgique, qui va la fondre d'abord dans le Congo. Remonter jusque dans ces périodes serait beaucoup trop long. On va se contenter de remonter seulement à 1997, puisqu'ici, l'histoire semble se répéter. Vous pouvez d'ailleurs revivre dans le détail cette histoire du Congo dans le coffret vidéo Archives d'Afrique consacré à Laurent Désiré Kabila. Il remonte le temps et fait mieux comprendre ce qui se passe depuis les indépendances dans cette région de l'Est du Congo. Vous pouvez vous le procurer sur les plateformes Afromédia. Toute l'idée était de réunir tous ces Zaïrois qui venaient d'endroits différents, avec des histoires différentes, et de trouver un moyen qu'ils fassent cause commune. On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé, capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait au Zaïre. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. Ce jour-là, dans le bureau de James Kabarebe, je suis arrivé le premier avec mon équipe de l'ADP. Après, il y a une jupe militaire qui est arrivée avec deux hommes. D'abord, c'était Kabila. C'était la première fois que je le voyais physiquement. J'ai vu un homme qui était en sandales, un vieux, mais qui semblait boiter, avec une tête rasée. Mais je me suis dit, c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un. Et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Lorsqu'en 1997, le président Paul Kagame et son homologue ougandais Yoweri Museveni choisissent Laurent Désiré Kabila pour prendre d'assaut le régime du président fondateur Mobutu Sese Seko Kuku-Bwendo Wazabanga, officiellement, l'objectif principal pour les deux chefs d'État est de sécuriser leurs frontières où se sont réfugiés un nombre important de génocidaires. Les anciens phares, les forces armées rwandaises, les fameux FDLR, mais également les réfugiés qui ont survécu au massacre dans les camps à la frontière rwandaise. Il s'agit donc d'abord de sécuriser toute la bande de la frontière Est. L'inexorable montée de l'AFDEL vers Kinshasa, qui traverse tout l'Est du pays volant de victoire en victoire, va considérablement changer les objectifs. Les dirigeants rwandais rencontrent dans cette région un extraordinaire trafic qui existait déjà et qui était tenu par des aventuriers de tout poil venus des quatre coins du monde. Ils vont aussi se mettre à table. La région est particulièrement riche en minerais. Il faut en profiter. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui, dès 1998, va diviser les alliés de la conquête du pouvoir de Kinshasa. Jusqu'à un moment donné, on nous a dit, voilà, vous rentrez, nous payons ce que nous devons payer. En fait, quand vous avez demandé, d'abord c'était aux Angolais, sans qu'ils commettent une seule gaffe, sans qu'ils réclament un seul centimètre de la portion congolaise, un seul centimètre des mines. Les Angolais sont partis. Et c'était des enfants congolais, des tigres nationalisés congolais. Ils sont partis. Il n'y a qu'une partie qui est restée. Mais les Rwandais continuent à tuer. Je me souviens, j'étais juste à proximité d'ici, un complot pour tuer Mzé. Bien avant. On les désarme à 4 h du matin, on prend des bazookas, on prend tout cela. Alors Mzé dit, bah, vous rentrez, messieurs. Et c'est moi que Mzé a envoyé pour aller voir James, et plutôt Kagame au Rwanda. Je suis allé voir le président Kagame. Je me rappelle, j'étais avec Azali Niembwe. Je lui ai dit, Mzé voudrait que votre armée rentre. Il m'a dit, mais j'ai toujours dit ça, Mzé.
mais c'est lui qui avait insisté qu'il puisse arriver jusqu'à Kinshasa. Entre Kigali et Kinshasa, en cette année 1999, rien ne va plus. Et le président Laurent-Désiré Kabila, qui en a assez du comportement violent, arrogant et prédateur de ses protecteurs d'hier, ne va plus prendre les gants pour dénoncer le pillage dont fait l'objet son pays. Il va d'ailleurs se rendre directement à Kigali pour exprimer son mécontentement. Le Congo actuellement est en train d'être saigné à blanc. Les fraudeurs font traverser des centaines de kilos d'or par semaine, en passant par le Rwanda vers l'extérieur. Nous avons tissé des liens d'amitié et de fraternité, mais l'amitié, il faut toujours l'entretenir. L'idée de la rupture, le président Paul Kagame ne peut l'accepter ainsi. Pas envisageable. Désormais, les alliés d'hier vont s'affronter. Le Rwanda et l'Ouganda vont susciter des rébellions pour s'attaquer au régime de Laurent-Désiré Kabila. C'est dans ce climat que va naître le fameux M23. Les autorités ougandaises et rwandaises expliquent leur action, leur agression par le désir de sécurisation de leurs frontières. Ils accusent la RDC d'héberger les rebelles Hutus du FDLR, qui selon eux feraient des incursions dans leur territoire, qui selon eux rêvent de vengeance et de reconquête. Les anciens génocidaires n'étaient pas inquiétés. Ils circulaient librement. D'autres opposants à mon propre gouvernement venaient du Soudan se réfugier en toute impunité au Congo. Somebody made a very big mistake and ordered whoever did it without order and spent some hours sharing our territory in Cyangugu and killed people. I cannot be specific about or detailed in the kind of response that is going to be, but certainly logically that means if you slap me in the face before I hit back, I go to fight. I may not hit in the face, I may hit somewhere else, so I have to think and see where I'm going to hit. Il n'y a pas de rebelles. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue pour vous compreniez que ce sont des Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici. Qu'ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Si seulement ils voulaient rester dans ce pays en respectant les autochtones. We are stakeholders. Nous étions ceux qui avaient porté Kabila, et il n'était pas question que nous abandonnions le terrain. Kagame et Godefroid Museveni voulaient un cordon sanitaire autour de leurs frontières les plus proches vers le Congo. Avec quel but? C'est pas simplement un mur pour endiguer les raz-de-marée des Interamwe qui n'avaient pas le moyen pour entrer au Rwanda. C'était plutôt des richesses naturelles. Nous n'avions pas porté Kabila au pouvoir juste par altruisme, mais parce que nous avions des intérêts dans cette affaire. Ceci a le mérite d'être clair. Ils ne faisaient pas la guerre par altruisme. Ce n'était pas cadeau, comme on dit à Abidjan. En gros, ils vont se payer sur la bête. En entretenant au passage des milices, des groupes militaires qui vont s'installer sur d'importants carrés miniers. Et cela, tout le monde le sait et laisse faire. La communauté internationale détourne le regard. Les États-Unis étaient trop pro-rwandais. Vous parlez contre les Rwandais, les Américains ne vous écouteraient pas. Que ce soit les ONG, que ce soit les politiques, personne ne pouvait vous écouter à l'époque. En réalité, les nations occidentales, dans cette fin de la décennie 90, éprouvent de la gêne à sanctionner le Rwanda. Le sentiment de culpabilité qu'ils éprouvent vis-à-vis de lui les contraint à garder le silence. L'ombre du génocide de 1994 plane sur le drame qui se joue dans ces années-là dans l'est du Zaïre, qui est devenu la RDC. Personne à l'international ne se risque à attaquer Kigali ou Kampala pour cette incursion, cette agression de leurs grands voisins. L'argument de Paul Kagame, qui a réussi à les culpabiliser elle-même. Nous éloignons les FDLR, les génocidaires de nos frontières. On se bat pour qu'ils ne recommencent pas. La sécurisation de nos frontières est vitale. Nous nous protégeons d'un autre génocide. Un argument qui fait mouche, puisque personne n'ose le contrarier.
Même lorsque le président Laurent Désiré Kabila, qui jusque-là refusait de faciliter les enquêtes sur les meurtres et les charniers qui ont accompagné son accession au pouvoir, se met à table et évoque les crimes commis par ses alliés rwandais. Maintenant que le divorce est consommé, les langues se délient. Le débat se concentre sur la capacité du musée à diriger cette alliance un peu envahissante qu'il a installée au pouvoir, sur sa marge de manœuvre pour faire comprendre à ses soutiens qu'il est temps pour eux de lui laisser les commandes. Il faut urgemment trouver une réponse à ces questions. Surtout que de plus en plus, la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme accusent le mouvement de libération de centaines de milliers de crimes commis lors de la conquête pendant la marche sur Kinshasa. On commence même à parler de génocide. C'est vraiment une période France. On a perdu beaucoup de membres de la famille. Il y a une ville, un village appelé Moussekera, dans lequel je suis né. Alors, on a exterminé tous ces villages. Tout le monde, on les a exterminés. Les membres de la famille, on les a exterminés. Et je ne reste que moi avec la maman qui est restée seulement. On ne connaissait pas tout ce que les militaires faisaient. On ne connaissait pas tout. Même le musée ne connaissait pas tout. Les Rwandais, sans consulter le musée, en étant ici, en poursuivant ce que vous appelez les interamouins, ils avaient massacré des villages, de communautés de réfugiés entières, et à l'Équateur, et à Kisangani, et à l'Est. Mais le Rwandais, c'est un comportement aberrant. C'est nous qu'on accuse d'assassiner les Tutsis, nous, on ne l'a jamais fait. Et que dire de ceux qu'ils ont déportés à Bukavu, les nôtres? Qui connaît où ils sont? Ces gens-là aiment le sang. Il a bien dit, le génocide, ce n'est pas congolais. Ce n'est pas dans notre tradition. Rappelez-vous de comment on enterrait les femmes vivantes. C'était atroce. Mais personne ne voulait comprendre. Personne. C'est documenté. Nous sommes en 1999 et le sentiment est déjà celui-là. Celui de ne pas être compris de la communauté internationale lorsqu'il parle. Pourtant, le rapport des Nations Unies va bien documenter ces tueries, ces massacres commis par les forces rwandaises et ougandaises qui ont accompagné Laurent Désiré Kabila aux affaires. 30 ans plus tard, et des dizaines de rébellions suscitées après, nous sommes dans la même situation dans l'Est du Congo. Et ce qui se passe aujourd'hui, avec la nouvelle agression, est toujours fait sous le même alibi. Le Rwanda, qui entre-temps s'était fâché avec son partenaire ougandais, s'est réconcilié avec lui. Et ils évoquent le même argument. Ils se protègent des FDLR actifs au Congo qui menacent leur sécurité. Les FDLR ne représentent pas une menace très significative. L'autre raison qui est sans doute plus importante, c'est en effet le contrôle de certaines zones et de certaines ressources naturelles via des groupes armés qui servent en fait de sorte de gardiens ou de milices pour contrôler des zones où il y a des échanges commerciaux importants. En réalité, chacun est conscient du fait que l'influence du FDLR, si vraiment elle existe, ne représente pas une menace réelle pour le Rwanda. Ce qui se joue ici est très clairement lié aux richesses minières dont regorge le sous-sol de l'Est de la RDC. Cela ne trompe personne. Le Rwanda est clairement l'un des principaux bénéficiaires de cette importante manne et du chaos ambiant qui règne dans cette région. Un peu abandonné, il faut le reconnaître, par le pouvoir central de Kinshasa, aux Chinois, aux Libanais, aux Indiens et autres aventuriers. Soyons sérieux. Lorsque l'on sait que le Rwanda est classé parmi les producteurs mondiaux d'or, alors qu'on sait qu'il ne possède même pas une mine d'or, on se demande d'où il tire son or. On se demande où il tire également le coltan et le cobalt qu'il vend sur le marché mondial. Ce n'est un secret pour personne. Il vient entièrement de la RDC. L'importance de cette manne pour le Rwanda, qui sait mieux se projeter et mieux anticiper que son grand voisin congolais, est telle qu'il a carrément construit des infrastructures lourdes pour transformer ces minerais. À la manière très méthodique et très pragmatique du président Paul Kagame, le Rwanda s'est doté d'une raffinerie d'or pour 5 millions de dollars, avec une capacité de 6 tonnes par mois. Elle est opérationnelle depuis mars 2019. Le constat est sans appel. La RDC ne pourra jamais se relever tant qu'elle sera à la fois exploitée par l'extérieur et minée par la corruption de l'intérieur. Les puissances occidentales qui dénoncent les crimes commis à l'est du Congo sont les mêmes qui continuent de signer des contrats avec ceux qui pillent ses ressources.
Ce deux poids, deux mesures est la preuve que ce conflit n'est pas qu'une guerre locale, mais une bataille économique et stratégique qui dépasse les frontières africaines. Mais au-delà des responsabilités étrangères, la RDC doit aussi faire son propre examen de conscience. Tant que la corruption gangrènera les institutions, tant que certains officiers et politiciens verront leur propre peuple comme une marchandise à vendre au plus offrant, rien ne changera. Alors, la vraie question est la suivante. Le peuple congolais peut-il encore croire en ses dirigeants? L'Afrique peut-elle se libérer des influences extérieures si elle ne règle pas d'abord ses propres failles internes? Si vous pensez que la RDC mérite mieux que cette exploitation sans fin, partagez cette vidéo et donnez votre avis en commentaire. Parce que l'avenir du Congo, et plus largement de l'Afrique, dépend de la prise de conscience collective.